Monsieur, bonsoir. Les clandestins quittent la jungle de Calais. Le démantèlement du bidonville a débuté lundi matin dès 8h. 60 cars sont partis déposer les premiers migrants dans les centres d'accueil et d'orientation répartis sur tout le territoire. L'opération, qui doit durer une semaine, pourrait être perturbée par les militants d'extrême gauche, No Border et autres zadistes arrivés sur place. Pierre Bergeron. Sur les 8000 migrants, environ 2000 évacués ce lundi. Les premiers volontaires pour le départ, surtout des hommes éthiopiens, érythréens et soudanais, ont été accueillis dans un hangar à proximité de la jungle. À l'extérieur, 4 files d'attente, une pour les majeurs, une pour les mineurs isolés, une pour les familles et la dernière pour les personnes vulnérables. Les clandestins ont ensuite été emmenés dans les centres d'accueil répartis dans toute la France, 287 au total. Des policiers ont été placés dans les aires d'autoroute prévues pour les pauses. Le maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, a toutefois exprimé son scepticisme alors que l'opération a été montée sans la coopération de sa commune. Dimanche, dans la journée, des agents préfectoraux ont sillonné la jungle pour informer les migrants. Tomorrow, 8 hours. 8 hours. Là, là. Oui, voilà. Là, alors, le pont, tout droit. Tout droit. C'est vrai, le pont. Le pont. Oui, le pont. Et à gauche. Le gauche. Hein? Là, à gauche. Which way? Which direction? Anyone underage must go here. Under 18. Alors le contenu du flyer, c'est de confirmer aux migrants qu'à partir de demain, les centres d'accueil sont ouverts pour eux, qu'on aura une place pour tous les migrants qui souhaiteront partir. On leur confirme également que l'équipe de maraudeurs, pendant toute l'opération, va venir à la rencontre des migrants pour les informer, les accompagner, répondre à leurs inquiétudes s'ils en ont, et surtout leur donner le mode d'emploi du départ. Donc leur dire avec un visuel que pour partir, on doit se rendre à un point précis, rue de Garenne, donc tout près d'ici, à 300-400 mètres, où là ils seront pris en charge par plusieurs dizaines de personnes de l'OFI, de la préfecture, de la sécurité civile, et selon leur situation, mineurs isolés, majeurs isolés, familles, personnes vulnérables, eh bien on leur indiquera dans quel centre d'accueil ils peuvent être accueillis et ils pourront très rapidement accéder à un bus, un des 60 bus demain, plusieurs dizaines les autres jours, et partir très vite. Partir très vite, certes, mais rien n'indique qu'ils ne reviendront pas à Calais. En effet, nombreux sont ceux à vouloir rejoindre coûte que coûte leur famille en Angleterre. Je veux aller en Angleterre parce que ma famille est là-bas. Ils m'ont dit que si j'ai de la famille en Angleterre, je dois les appeler. Donc tu ne demanderas pas à rester en France ? Non, je n'en ferai pas la demande. Ils m'ont dit que si j'ai de la famille là-bas, je dois les contacter et je pourrai y aller. Le préfet Fabienne Boucchio redoute que de nouveaux campements se forment. Elle prévoit donc la construction d'un mur d'1 kilomètre de long le long de la nationale 216. Si cette journée s'est plutôt déroulée dans le calme grâce au déploiement de 1200 policiers, les 2 nuits précédentes ont été marquées par des violences. En effet, 200 militants altermondialistes, No Border et zadistes venus notamment de Notre-Dame-des-Landes sont récemment arrivés sur place. Ils ont tenté de rallier les 2000 migrants qui ne veulent pas partir en construisant une tour de guet, mais ces derniers les ont renvoyés avant de brûler l'édifice pour se chauffer. La police a déjà effectué des fouilles dans les véhicules. Les policiers fouillaient juste les valises pour vérifier s'il n'y avait rien de dangereux comme des armes. On distribue ces valises pour que les réfugiés puissent prendre leurs affaires avant l'évacuation.
Selon notre correspondant sur place, de nouveaux heurts éclateront ce lundi soir entre no borders, migrants récalcitrants et forces de l'ordre. Par ailleurs, de nombreux collectifs de citoyens se sont formés dans les villes censées accueillir les clandestins. L'un d'eux, le comité d'action pour le respect de l'état de droit, le CARED, demande aux préfets concernés d'appliquer le principe de précaution devant les risques pour la sécurité que font peser ces arrivées dans les villes choisies par le gouvernement. En attendant, les bulldozers entreront dans la jungle demain, mardi. À noter que les entretiens du sujet ont été réalisés sur place par notre reporter pour TV Liberté. Cabale contre Jean-Frédéric Poisson, le candidat à la primaire de la droite et président du parti chrétien-démocrate, est pris pour cible suite à ses commentaires sur Hillary Clinton qu'il juge soumise à Wall Street et au groupe d'influence sioniste. Les attaques publiques sont venues de son propre camp mais aussi de l'extérieur, comme pour déstabiliser une candidature qui dérange. Florian Janin. Jean-Frédéric Poisson, victime d'une cabale médiatique et politique. Le député président du Parti chrétien-démocrate et candidat à la primaire de la droite est mis en cause pour des propos tenus dans le quotidien Nice Matin publié le mercredi 19 octobre. Dans l'entretien accordé au journal, il répond à la question « Si vous étiez américain, voteriez-vous pour Hillary Clinton ?» en disant qu'il serait bien ennuyé dans une telle situation. Il estime en effet que la candidate démocrate est proche des superfinanciers de Wall Street et soumise aux lobbies sionistes qu'il juge dangereux pour la France. Des propos immédiatement condamnés par le Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, mais surtout par son propre camp. La première indignée n'est autre que Nathalie Kosciusko-Morizet, très en retard dans les sondages et qui peine à faire valoir ses idées dans la campagne des primaires. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a même saisi la haute autorité de la primaire avec comme objectif le renvoi pur et simple du candidat. De son côté, Jean-François Copé a jugé ses propos insupportables et absurdes. S'il condamne les termes employés, Bruno Le Maire estime pour sa part que la démarche de Nathalie Kosciusko-Morizet de saisir la haute autorité est planquée et faux cul. Même son de cloche chez François Fillon qui s'est déclaré contre l'exclusion du candidat avant d'ajouter qu'il est hostile à la police de la pensée. Le numéro 2 du Front National, Florian Philippot, a quant à lui rappelé qu'il n'a rien à voir avec les idées de Jean-Frédéric Poisson, le président du PCD et pourtant un des seuls élus de droite favorables à la fin du cordon sanitaire séparant la droite parlementaire du Front National. Sans renier ses propos, Jean-Frédéric Poisson a regretté leur mauvaise interprétation. Si son exclusion semble peu probable, la polémique marque une volonté certaine de nuisance à son encontre. Le candidat chrétien-démocrate, qui a été la surprise du premier débat télévisé, jouit d'une popularité grandissante, notamment auprès des manifestants de la Manif pour tous. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, pourrait bien ne jamais voir le jour. La Wallonie, l'une des 3 régions qui composent la Belgique, semble décidée à bloquer l'accord. Natacha Königsberg. La Wallonie nous rejoue l'histoire du petit village qui résiste envers et contre tout à l'envahisseur. Nos voisins belges francophones, qui représentent moins de 1% du total de la population de l'Union européenne, détiennent le pouvoir de bloquer un accord de libre-échange controversé entre le Canada et l'Union européenne. Pourquoi les dirigeants de la région Wallonie détiennent ce pouvoir ? Parce qu'en Belgique, un État fédéral, chaque région dispose du pouvoir souverain de valider ou non les traités internationaux. Rappelons en 2 mots les enjeux du traité. Il est censé favoriser les échanges économiques et commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, notamment en levant certaines barrières administratives ou douanières ou encore en fixant des quotas d'importation. Si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu parler de traité de libre-échange, c'est normal. Un autre accord international, le TAFTA, qui était négocié depuis des mois entre l'Europe et les États-Unis, a échoué. Le même sort menace le CETA aux grandes dames des tenants de la mondialisation à outrance. Les Wallons, qui détiennent seuls le pouvoir de le bloquer, reprochent au traité de créer le droit pour une entreprise de l'un des pays signataires de poursuivre en justice un État si cet État prend une décision qui lui semble contraire à ses intérêts. Ironie de l'histoire, ce droit a déjà coûté plusieurs centaines de millions d'euros au Canada dans le cadre de l'accord commercial qui le lie aux États-Unis. Les Wallons dénoncent aussi les quotas d'importation de produits agricoles, contraignants, mais surtout caducs, car négocié avant le Brexit. Quand on sait que le traité porte pour une large part sur les importations de bœuf canadien, dont les Anglais étaient de gros importateurs, leur sortie de l'Europe obligerait les autres pays membres à absorber leur quota d'importation de bœuf du Grand Nord américain. La Commission européenne a tenté une dernière fois ce week-end de faire pression sur la Wallonie pour qu'elle signe. Il y a même des rumeurs de menaces de suspension d'aides européennes. Mais si la Wallonie n'accepte pas de signer le traité avant minuit, lundi 24 octobre, cela pourrait bien être abandonné ou devoir être renégocié de fond en comble.
La liberté d'installation des médecins mise à mal. Les députés ont voté un amendement en commission pour lutter contre les déserts médicaux, mais qui par la même occasion porte un coup dur à la profession. Alexandre Rivet. Mercredi, les députés ont voté un amendement en commission qui réduit considérablement la liberté d'installation des médecins. Le texte stipule que les jeunes professionnels ne pourront pas s'installer en étant conventionnés à l'assurance maladie tant qu'un autre médecin libéral de la même zone ne cessera son activité. Le texte s'inspire largement de la régulation déjà exercée pour les pharmaciens et les infirmiers, des professions qui relèvent de problématiques notamment démographiques très différentes. La mesure dérange du côté du monde médical. Le président de l'Ordre des médecins, Patrick Bouet, estime que la contrainte n'est pas une solution à la désertification, ajoutant qu'une telle mesure a déjà échoué dans tous les pays où elle a été appliquée. Censée apporter une réponse au problème des déserts médicaux, cette contrainte porte atteinte à la liberté d'installation, mais aussi, plus généralement, à la liberté d'établissement et de prestation de services relevant du droit communautaire. Des recours pourront donc être possibles pour les médecins. De son côté, le président du syndicat des médecins libéraux, Éric Henry, dénonce une volonté d'administrer totalement la médecine libérale. Si le texte ne fait pas du tout l'unanimité chez les médecins, il est aussi vivement critiqué par une partie de la classe politique. Le ministre de la Santé, Marisol Touraine, a affirmé son opposition à cette mesure pourtant portée par le député socialiste Annie Le Houerou. En revanche, certains députés de l'opposition Les Républicains, à l'image de Bérangère Poletti, soutiennent l'initiative. L'amendement controversé pourrait être voté définitivement au cours de la semaine et par la même occasion creuser un peu plus la fracture entre la gauche au pouvoir et les professions libérales.